Ça allait tellement vite, là. J'ai pris la décision dans ma vie que je ne deviendrais pas milliardaire. Bon, multimillionnaire, ça suffit? C'est suffisant? Voilà. Je vais être méchant pour les Canadiens français, mais on n'a tellement pas l'habitude d'avoir de l'argent. C'est un fait, ça. Le prix de ta maison, ça, tu le donnes pas? Je le donne pas, non. Je serais pas à l'aise, ni mon salaire. Il n'y a pas de corrélation entre la valeur et la qualité d'une personne, puis ses valeurs comme individu versus la grosseur de son portefeuille. Moi, j'en connais pas. Il y a des très bonnes personnes qui sont riches, puis il y a des trous de cul qui sont riches. L'argent, sacré argent. Modèle de réussite, mais aussi symbole de disparité. Chacun entretient un lien très profond, très complexe avec l'argent. Entre l'envie et l'admiration, entre le désir et le besoin, quelle relation les Québécois ont-ils avec l'argent? Dans ce premier épisode de la série, nous attaquons les préjugés. L'argent est-il toujours tabou? Est-il encore vrai que nous serions nés pour un petit pain? L'argent fascine, l'argent choque. Il ne laisse jamais indifférent, une préoccupation universelle. Pour comprendre les contradictions qu'entretiennent les Québécois, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent. Des entrepreneurs, des financiers, des artistes ont accepté de partager avec nous leur vision de la richesse. Voici donc Stephen Jarislowski, financier et investisseur, dont les avoirs s'élèvent à 1,6 milliard. Denise Véro, PDG du groupe maritime Véro au Méchain en Gaspésie, le deuxième plus gros chantier naval au Québec qui fait vivre tout un village. Pierre-Carl Pellado, fils du géant de l'imprimerie Pierre Pellado, dont les actifs sont estimés à 938 millions. Et Jean Coutu, fondateur de la 4e plus importante chaîne de pharmacie en Amérique du Nord, une fortune de 2,330 milliards. Un instant. La culture canadienne-française du temps était que l'argent, c'est sale. L'argent, c'est sale parce que ce qu'on voyait des résidus de l'argent, c'était mettre des gens en demi-esclavage. On réussissait, comme on disait, sur le dos de nos employés. Ou en pesant sa balance. 2 livres, on mettait un livre et quart, puis on faisait 2... Les gens disaient, les affaires sont des affaires. Ça, il n'y a rien de plus laid que... C'est pas vrai. Les affaires, c'est une autre affaire qui doit se faire de la même chose que toutes les autres affaires. Je vais être méchant pour les Canadiens français, mais on n'a tellement pas l'habitude d'avoir de l'argent. C'est un fait, ça. On était là pour répandre de bonnes nouvelles, gratuitement à tout le monde, convertir les Indiens, et puis c'était laid d'avoir des sous. C'était laid d'avoir des sous. Être francophone dans les années 50 puis vouloir faire des affaires, c'était pas quelque chose qui était particulièrement fréquent. On se souvient aussi de ce fameux Don Gordon qui disait, you know, there's no such a francophone that will be, ou quelque chose du genre, là, that will be able to be part of the senior management of the company. Alors, on part de loin, là, tu sais, c'est dans ce sentiment-là, dans cet environnement-là d'adversité que les francophones ont eu à bâtir, à évoluer. Ça n'a pas toujours été facile. Les riches, c'était des voleurs. D'après l'Église. Le plus grand voleur, c'était l'Église. Au Québec, les gens qui ont fait de l'argent, on croit d'abord que peut-être ça n'a pas été obtenu 100% d'une façon légitime. Cette pensée reste. Et je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ça. Il y a toujours eu des voleurs, il y a eu des voleurs pauvres qui vont en prison. Il y a aussi des voleurs très, très riches qui ne vont pas en prison. Quel est votre rapport à l'argent? Pour moi, je vous dirais, l'argent, c'est ni bon ni mauvais. Pour moi, l'argent, c'est de l'énergie.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas tout à fait. Non? Supposons que l'argent, c'est de l'électricité. On prend l'électricité pour chauffer la maison, pour éclairer. L'énergie est bien utilisée. On prend l'électricité pour électrocuter quelqu'un. Là, l'énergie n'est pas bien utilisée. L'argent, c'est la même chose. Le financier entrepreneur Charles Sirois, qui a fait fortune dans les télécommunications et dont les actifs voisinent le milliard de dollars, nous a donné rendez-vous à sa résidence secondaire aux abords d'un lac privé des Laurentides. Marcel Duty, lui, a sa cabane à sucre en Beauce. Son entreprise, Groupe Canam, est le plus important fabricant nord-américain de composantes métalliques. Elle compte près de 4000 employés à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Andrew Molson, vice-président du conseil de Molson Coors et propriétaire avec ses frères Jeffrey et Justin du Canadien de Montréal, nous a reçus sur leur magnifique terre de l'Estrie. Fortune familiale évaluée à 777 millions. Petit-fils d'une autre grande famille de Beauce, fondatrice des Petits Gâteaux Vachon, Louis Vachon, devenu président et chef de la direction de la Banque nationale à 44 ans, nous a ouvert les portes de la voûte de la banque transformée en salle de conférence high-tech. Rémunération en 2012, 7 670 000 $. On est dans une société où les préjugés raciaux sont plus acceptables, mais les préjugés sociaux, eux, le sont encore. C'est correct de critiquer les riches, comme c'est correct en passant de critiquer les sociétés sociaux. Il n'y a pas de corrélation entre la valeur et la qualité d'une personne, puis ses valeurs comme individu versus la grosseur de son portefeuille. Moi, j'en connais pas. Il y a des très bonnes personnes qui sont riches, puis il y a des trous de cul qui sont riches. Trouvez-vous ça difficile de parler d'argent au Québec? Au Québec, dans mon cas, non. Mais c'est pas un bon sujet. En ce qui me concerne, moi, j'ai été élevé à pas parler d'argent. T'en parles avec quelqu'un qui en a plus que toi, t'as pas l'air ben brillant. Puis t'en parles avec quelqu'un qui en a moins que toi, t'as l'air d'un baveux. Ça fait que, par exemple, ça va aller bien, là. Moi, j'aime pas trop parler d'argent, très franchement. Parce que vous en avez beaucoup? Je suis parmi ceux qui sont les chanceux, qui est fortuné. Est-ce que vous avez honte de ça? Non, je n'ai pas honte, mais je suis pas quelqu'un qui essaie de montrer nécessairement, montrer la richesse nécessairement. L'argent, on a de la difficulté avec l'argent. De façon générale au Québec. Je trouve ça des fois aberrant. Même au niveau de notre leadership. Tu sais, je regarde, il y a un certain leadership, une certaine pensée ici. C'est comme si c'était très mauvais de réussir en affaires, de réussir à accumuler des biens, de réussir de devenir riche. Nous avons aussi eu envie d'entendre des artistes talentueux et fortunés. L'homme orchestre Normand Brathwaite, qui ne manque pas une occasion de blaguer au sujet de ses revenus élevés. Et l'humoriste Martin Matt, qui a vendu plus d'1 demi-million de billets de ses spectacles. Il y a une pudeur qui vient de notre peuple, de nos racines, peut-être de la religion, qui est encore présente, moi je trouve. Ouais. On veut les meilleurs politiciens pour nous diriger, on veut les meilleurs dirigeants d'entreprises, d'hôpitaux, mais si on annonce leurs salaires qui sont gros ou élevés, ça va être violent des médias sociaux, dans le public en général. Il y a un paradoxe là-dedans, je trouve. Moi, je pense que ça fait partie de notre culture. Moi, je sens ça. Le prix de ta maison, ça, tu le donnes pas? Je le donne pas, non. Je serais pas à l'aise, ni mon salaire. Je pense que je suis beaucoup moins riche que les gens le pensent. Moi, c'est juste que je fais le salaire d'un joueur de 4e trio, je dirais, du Canadien de Montréal. Mais je fais ça depuis 30 ans. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision de faire des jokes là-dessus parce que... Pour 2 raisons. Parce que les gens me voyaient partout, fait que tu dis, à un moment donné, ils vont faire 1 + 1 = 2. Puis aussi, le fait, ça a l'air niaiseux, mais le fait que je sois noir, je me disais, c'est cool de dire qu'on gagne bien notre vie. Puis tu sais, ça a été longtemps de dire, il y avait juste une façon de faire de l'argent si tu étais noir, si tu volais des capes de roue, tu sais. Il y a beaucoup de clichés sur les noirs. Puis un noir qui gagne bien sa vie, c'est comme, je trouve ça correct. C'est pas assez dans notre discours de tous les jours, l'argent. Puis tu sais, il y a toujours cette pensée-là au Québec qu'on a fait quelque chose de pas correct. Moi, là, il n'y a rien que j'ai fait de pas correct. Ben oui, il y a 2-3 shows de TV, c'était pas bon, mais je dis, de toute façon, on ne peut pas le savoir avant, là.
Le Québec, c'est une des régions les plus égalitaires au monde avec le Danemark. Alors, les sociologues ont souvent montré ça. Donc, on n'aime pas les gens qui sortent, qui se distinguent trop. On a toujours ce besoin de ramener les gens à ce qu'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas juste l'argent, c'est toutes les distinctions sociales qui sont pas toujours bien vues dans notre société parce qu'on a un système social qui se veut très égalitaire. L'Église catholique ici a dû composer avec une situation particulière, c'est-à-dire qu'au moment de la conquête anglaise, le monde de l'argent, le monde des affaires a été le fait des anglophones. Donc, pour l'Église, l'argent, c'était toujours l'affaire des autres. Donc, elle encourageait ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français à bouder d'une certaine façon l'argent, l'économie, le monde des affaires, qui était l'affaire des autres, qui dominait dans la société. Donc, il y avait le nous francophone, on est pauvres et illettrés, donc on est bon, puis eux, ils sont riches et éduqués, c'est les méchants. Et par conséquent, on en est venu à détester la richesse en partie à cause de ça. On l'a souvent associé au fond judéo-chrétien, mais je dirais qu'il n'y a pas que ça. Il y a le côté que la richesse est neuve et qu'on aime que tous soient pareils. D'ailleurs, on a beaucoup valorisé dans nos héros ici au Québec les gens qui réussissaient pas. A-t-on fait la paix avec cette idée que se lancer en affaires est sans avenir et que vouloir faire de l'argent est suspect? Éric Boyko, jeune millionnaire du web, est à la tête de Stingray Digital, principal distributeur de musique par câble et satellite, dont les chaînes musicales Galaxy. Il rejoint une centaine de millions d'abonnés dans près de 80 pays. Ça, c'est tous les endroits où vous êtes présents? Oui. Tout ça. J'en ai pas mis aux États-Unis parce qu'il y en aurait trop aussi. Pas vrai? Quand j'avais 29 ans, ça faisait 8 ans que j'avais mon entreprise. On était 60 employés, des bureaux à travers le Canada. Puis ma mère, elle me reçoit pour les temps des fêtes, puis elle me dit « Éric, là, c'est quand tu as fini ton petit projet d'adolescent, là, peux-tu avoir un vrai job comme ton père? » Je dis « Maman, j'ai 60 employés, on travaille fort. » Elle dit « Oui, mais les gens, ils aiment ça, des comptables. Je suis pas sûr que de l'entrepreneuriat, là, c'est bien perçu. » Ma mère était francophone. Alors, peut-être un peu les valeurs d'une bonne profession, avocat, comptable, notaire. Et c'est comique, parce que quand j'ai vendu mon entreprise à 30 ans, puis on l'a vendu pour pas loin de 18 millions US, puis le dollar était bon, on fait 27 millions canadiens. Puis là, j'avais fait la couverture de la presse, puis je rentre à Montréal. Ma mère a dit « Ah, t'avais une vraie compagnie. » Moi, quand j'allais voir les spectacles d'humour, quand je suis sorti de l'école de l'humour, les premières d'humoristes qui sont très stressantes, les gens montaient sur scène et disaient « Oh, je suis nerveux, là. En tout cas, j'espère que ça va être bon. » Et là, j'allais voir un autre spectacle qui disait « c'est la première. C'est énervant. J'espère que le show va être bon. En tout cas, ça va bien. » Et là, je me disais, moi, je vais dire, moi, je suis pas nerveux parce que je sais que ça va être bon. Et à l'école de l'humour, j'avais testé ça un peu, puis on m'avait dit « Va pas là. Tu peux pas faire ça au Québec. Les gens peuvent dire que t'es bon, mais pas toi. Parce que les gens t'aimeront pas. » Et là, ça me saisissait et ça me stipulait. Puis à un moment donné, je me suis dit un peu comme, il faut pas te parler d'argent, dis jamais ça à la télé. Moi, quand on me dit ça, j'ai le goût de le dire. Vous savez que je suis à ce jour, puis depuis maintenant quelques années, le meilleur humoriste. De la planète. Je ne veux pas me comparer à Jésus, là. Mais non. Parce que Jésus a fait ses choses et moi, je fais les miennes. Hein? Non, Jésus a fait quoi? Une tournée. Puis elle a plutôt mal fini, hein? Donc, pour moi, ce tabou-là de société de né pour un petit pain, il y avait une façon de casser ça en disant on peut pas dire qu'on est bon, mais quoi, tu sais, moi je vais en ski, je fais du ski alpin depuis que j'ai 3 ans. Je dois être assez bon, j'ai fait des cours de la compétition. Je vais en France, je rencontre des Français, tu fais du ski, ils me disent es-tu bon? Et je réponds je suis pas mal. Toi, moi je suis top niveau. Moi je fais du ski depuis que j'ai 5 ans, donc Mais il fait pas de blague, lui, il est au top, il est bon. Mais moi, au Québec, on est toujours pas pire. C'est pas pire, je me débrouille. On peut pas dire qu'on est bon. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi on peut pas parler d'argent? Moi, je trouve que c'est un sujet qui est fascinant, qui a été présent toute ma vie.
Puis ça part de ma tendre enfance où mon père a tout lâché qui enseignait, était directeur de cégep, puis il a tout lâché pour aller vendre des portes et fenêtres avec un de mes oncles. Puis il a eu un succès là, puis il a parti sa business et il a fait un peu de sous et c'était très critiqué, très mal vu, qu'il y ait une belle voiture. Et quand j'ai 10 ans, il est assis à côté de moi dans le lit puis il me dit, regarde, là, quand tu travailles à ton compte, là, tu fais plus de sous, tu peux aider plus de gens, t'es pas une mauvaise personne pour ça, tu peux te payer des plus gros luxes, c'est le fun, ça vaut la peine. Mais qu'un père, comme je suis moi aujourd'hui, il me disait ça à l'âge que j'ai aujourd'hui, il sente le besoin de dire ça, c'est dire à quel point la religion qui oppressait le peuple et qui disait que c'était pas correct de faire des sous, il se sentait... Il a dû en souffrir énormément, lui, de faire des sous, de se sentir coupable. L'argent, parlons-en. Je pense que ça réglerait bien les problèmes qu'on en parle. Les problèmes de société dans le sens qu'on arrêterait de penser qu'on vaut rien, là, puis que, tu sais, il y en a de l'argent au Québec. Pas vrai, ça, qu'on est né pour un petit pain? Absolument pas. Parce que moi, je serais né pour un très, très petit pain. Je suis québécois et noir. Je serais né pour un biscuit, moi. Personnalité très en vue depuis qu'il fait partie des Dragons, Alexandre Taillefer est l'un des premiers millionnaires québécois du web. Président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain et entrepreneur en série, il dirige aujourd'hui Expand, une société de capital risque avec des actifs de plus de 20 millions. Les nantis ont-ils la conviction d'avoir mérité leur fortune? Moi, aujourd'hui, ma rémunération comme dirigeant d'un fonds est entièrement liée à la performance des investissements que je fais. Il y a des au pif selon vos besoins, selon quoi? Est-ce que vous dites qu'il faut tel pourcentage ou il y a une règle à ça? Ou... Non, aujourd'hui, c'est vraiment en fonction du deal que je vais avoir. Dans le cas qui me concerne, ma rémunération et mon salaire est petit. Si mes investissements, mes décisions génèrent de bons rendements, mes investisseurs vont faire de l'argent et je vais faire de l'argent. Si mes décisions ne sont pas bonnes, j'ai un petit salaire, je ne fais pas une scène de plus. Mais ce que tu gagnes, est-ce que tu trouves que ce que tu en reçois en termes de revenus est justifié? Oui, je pense. Oui. Moi, à un moment donné, je me suis fait à l'idée, j'ai dit, écoute, je sais qu'il y a des acteurs qui travaillent plus fort, mais qu'est-ce que tu veux? Un moment donné, Yvon Deschamps, il me dit, tu sais, des fois, normalement, t'es payé, pas pour la joke que t'es en train de faire, t'es payé pour toutes les jokes que t'as faites les années passées. Si on prend, par exemple, Belle et Bonne, la matière première, c'est les musiciens, c'est pas moi la vedette. Bon, mais je sais que je suis celui qui est le plus payé, mais sauf, à un moment donné, il faut que tu te fasses à l'idée que si j'étais pas là, ce show-là aurait pas eu lieu. Alors, tu sais, c'est un espèce de tiraillement, mais de toute façon, t'as pas le choix, faut que tu l'acceptes. Si tu te mets toi sur à te coucher en disant, je fais trop d'argent, je mérite pas cet argent-là, c'est complètement inutile. T'es mieux de dire, je vais faire des affaires qui ont du bon sens avec cet argent-là. Tu gagnes bien ta vie. Oui. Hein, très bien. Objectivement et honnêtement, trouves-tu que tu es surpayé par rapport à... Écoute, quelle question. Écoute, à la base, oui, par rapport à un préposé aux bénéficiaires devrait gagner 400 000 par année, tu sais. Quelqu'un un professeur, un enseignant devrait gagner une fortune. Tu sais, il n'y a pas de justice là-dedans. Par contre, dans mon milieu en humour, c'est ouvert à tous. J'ai travaillé comme un fou à peaufiner mes numéros, à pas dormir de la nuit, à répéter, me battre le stress, aller performer à télé, à radio, sur scène. C'est ce qui fait à un moment donné ton succès. Donc, je mérite mon salaire à ce niveau-là. J'ai jamais forcé personne à acheter un DVD ou un billet de mon spectacle. Donc, j'ai pas de malaise avec ça. Mais de dire que je mérite ce salaire-là par rapport à la société, ça, je suis moins sûr de ça. Vous n'avez pas de honte à dire que vous êtes fortuné? J'ai pas de honte parce que j'ai pas de honte de l'avoir gagné de la façon que je l'ai gagné. Je l'ai pas gagné sur le dos des autres, je l'ai gagné avec les autres. Je me suis jamais senti coupable de faire de l'argent. C'est très québécois, ça, de se sentir coupable. Je ne me suis jamais senti coupable de faire de l'argent. Parce que l'argent que j'ai fait, je l'ai fait en construisant des entreprises. Je l'ai fait en concrétisant des idées, en adressant des problématiques. Donc, je me suis jamais senti coupable. Moi, mes revenus sont exponentiels.
C'est-à-dire? Ben parce que c'est sûr que si je travaille sur une idée, puis l'idée fonctionne, mais je peux vendre des centaines de millions d'unités sur la Terre. Tu sais. Alors, c'est exponentiel. C'est comme Google. Tu sais. C'est ça la beauté d'être entrepreneur. Il n'y a pas de maximum. Mais mes pertes sont aussi exponentielles. Si je fais des erreurs, ben, je peux tout perdre aussi. Alors, tu sais, faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise avec le risque. Mais ça donne quoi de l'argent? Vous êtes un homme fortuné, vous faites partie des grandes fortunes au monde, hein? Bon, alors... Au monde, mais... Ben oui. Peut-être dans ma paroisse. Bon, dans une grande paroisse. Comment vous considérez ça? Vous assumez ça? Vous l'acceptez? Vous l'assumez? Je l'assume certain. Mais par contre, il y en a autre chose qu'il faut savoir. C'est que c'est vrai que je vaux beaucoup de sous. Mais c'est surtout la valeur de ma compagnie. Ces sous-là, je les ai pas dans mes poches. Bien, les gens s'imaginent, les gens écoutez, puis lui, d'un coup, il vaut tant. Il vaut pas tant. Son entité commerciale, avec ses 20 000 employés, ça vaut tant. Si je vendais ça, celui qui ferait le plus gros coup d'argent, c'est le gouvernement. Parce que j'ai jamais un sou dans des paradis fiscaux. Ce que j'ai gagné au Québec ou au Canada, je l'ai réinvesti ici, j'ai payé mon impôt. Mais là, ma récompense, ça serait que, je pense que ça serait 52 %. Si je vendais tout ça, là, ça vaut un mot. Bien, il y a 52 % il y a au gouvernement. Vous avez réussi à accumuler une fortune extrêmement importante. Absolument. La 650e au monde, paraît-il. Pareil. Qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'on Ça ne me fait rien parce que je ne vis pas comme ça. Je vis exactement de la même façon que je vivais il y a 40 ans. J'ai rien changé. En 72, j'ai acheté ma maison. Je vis toujours dans la même maison. J'ai toujours les mêmes amis. Jusqu'à récent, à cause de mon âge, je voyageais toujours en 3e classe. J'ai possédé la même voiture pendant 18 ans. Maintenant, j'en ai une autre que j'ai déjà depuis 12 ans. On n'a pas d'avion privé, on n'a pas de grand bateau. Dans l'Ouest, on a un bateau de longueur de 22 pieds. C'est pas grand-chose. Vous avez une île, je crois? Oui, mais il n'y a rien dessus. Tout ce que je fais, je paye des impôts. Les arbres poussent et les animaux s'amusent. Et à un moment donné, je vais donner tout ça au Nature Trust. Vous parlez de ça de façon très, très détachée, comme si ce n'était rien, comme... Ce n'est rien, parce que je ne vis pas d'après ça. Tout ce qu'on peut faire avec cet argent, c'est de faire du bénévolat. Parce que moi, je ne dépense pas cet argent. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je paye des impôts et je mets à la banque et je réinvestis les sommes. Et ça s'accroît parce que je suis un bon investisseur. Alors, c'est quoi? C'est un sport aujourd'hui? Il n'y a plus d'ambition? Il y a plus de... Non, c'est une profession. Qu'est-ce qui motive à vouloir s'enrichir? Une ambition démesurée? Le désir ardent d'accumuler les biens? Se fait-on prendre dans un engrenage sans fin? L'argent donne-t-il du pouvoir, de la liberté, une sensation particulière? Quand est-on assez riche? L'est-on jamais du reste? C'était construit sur la grange originale. Mais ça, c'est la grange... Ce que tu vois dedans, là, ça, c'est la 1929, ça. C'est ça, hein? Ouais, ça, c'est la grange originale. Ils ont bâti une grange neuve, c'est la grange originale. Ah, c'est ça, oui. Ouais, mais tu vas avoir une meilleure idée de l'autre côté. J'ai pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour assurer mon confort. J'ai pas besoin de ça. Vous les avez? Je les ai, mais c'est pas pour... Pour moi, c'est un outil de travail. C'est un coffre à outils. Hein? Pour moi, j'ai besoin dans mon coffre à outils du capital. Parce que moi, je construis des entreprises. Un peintre a besoin de pinceaux et de peinture pour faire un tableau. Moi, j'ai besoin de capital. Alors oui, j'espère avoir encore plus de capital pour pouvoir construire encore plus d'entreprises, parce que moi, je suis un bâtisseur d'entreprise. Ta clientèle te pousse à grandir. Si tu la sers bien, tu donnes des bons produits. Tu sais, tu commences avec un petit client qui fait, je sais pas, au moins 1 million de chiffre d'affaires, puis dans l'espace de 4-5 ans, il monte à 20. Bien, la première année, il te donnait 300-400 000 de contrats, mais là, après ça, il t'en donne 4-5 millions par année. Et tu peux pas lui dire, je peux pas te servir. Si tu fais pas d'argent, tu restes pas en affaires.
Tu n'es pas capable de moderniser tes usines. Ça change vite aujourd'hui, mon cher monsieur. Les usines là, qui gardent les mêmes équipements à 15 ans, là, forget it, là. OK, là? À la minute qu'arrive une petite récession, les prix baissent de 5-10 %, t'es plus là. Ça fait qu'il faut que tu t'investisses, faut que tu tiennes à la date. Puis pour ça, t'as pas le choix, faut que tu fasses l'argent. T'es en guerre. OK, là, on va appeler ça là, les vrais mots, là. T'es en guerre. Ton armée, c'est ton monde, puis tout au complet. Puis le projet que t'as pas, là, et tu l'as pas, on soumissionne, nous autres. Puis quand t'es deuxième, t'as rien, t'as pas de médaille d'argent, là. T'as rien eu, là. Deuxième 10 fois, t'as rien. OK, là. Ça fait que les coudes, là, ils sont hauts, là. L'Aréna de Québec, on l'a pas eu, mais on est allé chercher celle-là d'Edmonton la semaine d'après. Puis, non, tu joues pour gagner. Si tu n'avances pas, tu recules. Si on n'avance pas, on a l'impression qu'on reste au même endroit, mais finalement, c'est pas ça. Quand on regarde un peu plus tard, on se rend compte qu'on a reculé. Donc, il faut toujours avancer un peu. Toujours. Donc, il faut croître, sinon on va décroître. Mais j'ai cette idée de grossir pour vraiment créer de la vitalité économique, créer des emplois, contribuer à la société, parce que j'investis beaucoup dans la communauté. Juste en développant le côté agriculture, parce que je suis pas seulement dans les bateaux, là. Les terres délaissées, c'est le patrimoine. Et il y en a tellement, il y a 4000 hectares en Gaspésie de terres délaissées. Donc, il faut remettre ça en vie. Cultiver du chanvre, par exemple. Pour l'instant, le chanvre, on le fait pousser pour la graine, pour l'alimentaire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer le potentiel de la paille, c'est-à-dire la fibre et l'intérieur qu'on appelle la chaîne-botte. Et avec la fibre, on va faire de l'isolant de chanvre. Et avec la chaîne-botte, j'ai travaillé avec un centre de recherche et on a développé des panneaux de chanvre. C'est un peu comme du plywood ou du MDF qu'ils appellent. Ça me motive énormément de m'impliquer. C'est rentable? C'est sûr qu'il faut que ce soit rentable et ça va l'être. Pour moi, l'argent, c'est un facilitateur, c'est-à-dire qu'avec ça, je suis en mesure de vivre mes passions, je suis en mesure de fournir une éducation à mes enfants, je suis en mesure de vivre dans un environnement extraordinaire, je suis une personne extrêmement privilégiée et je le reconnais ça à chaque matin. Mais ça me permet également d'accomplir des choses qui m'apparaissent importantes pour la société. Aujourd'hui, c'est ce qui me motive de continuer à faire de l'argent, de pouvoir continuer à redonner à la société. Alors, à ce titre-là, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la mairie de Montréal, on dit que les seuls gens qui peuvent aller à la mairie de Montréal, c'est soit des pensionnés du gouvernement ou bien des millionnaires. Et ils n'ont pas tort, parce qu'on offre un salaire aujourd'hui de 150 000 $ par année pour diriger la ville de Montréal. Ce dont on a besoin, c'est un gars comme Louis Vachon, okay, qui serait capable d'aller opérer cette structure-là de façon extraordinaire. Louis Vachon n'aurait pas le revenu qu'il a à la Banque nationale en ce moment s'il s'en va à la mairie de Montréal. C'est la raison pour laquelle il n'ira pas. Pour gérer une ville qui a un budget d'opération de 5 milliards de dollars par année, c'est du stock, ça. On paye des pinottes. Alors, on ramasse des singes. Vous pourriez faire ça vous-même? Je pense que je serais pas pire. Il n'y a pas de doute, les extravagances éblouissent. Éleveurs de pur sang ou propriétaires de sous-marins, les excentricités des milliardaires fourmillent sur le web. On s'échange des anecdotes et des photos. Quand on peut s'offrir tout ce qu'on désire, quand tout est possible, qu'est-ce qu'on achète? Oh oui. Moi, j'ai toujours dit, l'argent, on doit toujours respecter l'argent. Ça, c'est le bout que j'ai de la difficulté avec certains individus, le manque de respect vis-à-vis de l'argent. Puis pour respecter l'argent, la meilleure façon de le faire, c'est de diviser ça à 20 piastres de l'heure. Ça vous dit le nombre d'heures que quelqu'un doit travailler pour se payer quelque chose. Moi, là, il y a une fois, je me souviendrai toujours, j'en avais été vexé. Je suis à Paris, je suis devant la boutique Hermès, je regarde un sac à main. Puis là, je vois le sac à main, puis je vois 3 500 €. Je trouvais ça totalement aberrant, mais je réalise que c'était pas 3 500, c'était 35 000 €. Là, je divisais 35 000 €, je le multipliais par 1,5 à l'époque, puis là, je divisais ça par 20 piastres de l'heure, puis là, je me disais que quelqu'un devait travailler 2 ans
pratiquement, pas pouvoir se payer un sac comme ça. Ben là, je disais, c'est un manque de respect pour l'argent de s'acheter un sac comme ça. Bon, c'est une opinion personnelle, mais pour moi, c'est un manque de respect. Indépendamment qu'il y en ait 100 millions, 1 milliard, c'est un manque de respect. Alors pour moi, le respect de l'argent, il doit toujours se faire. Chez d'autres êtres humains, j'en ai rencontré plusieurs de ceux-là, c'est comme si c'était jamais assez. Hein? On gagne l'argent, c'est pour faire une maison encore plus grosse, acheter une autre voiture, s'acheter un avion encore plus gros. J'ai rencontré quelqu'un au Moyen-Orient que je nommerai pas, et puis j'étais assis avec lui. Il était venu ici dans la région. Alors je lui avais demandé s'il avait posé son avion ici à la Macasa. Et il m'a dit, ben non, j'ai un 747. Non, mais un avion privé, un 747. C'est vraiment nécessaire pour te transporter le derrière à travers l'océan, un 747. Bon, alors, c'est jamais assez. Il y a un moment où vous pouvez procurer n'importe quoi. Mais quel plaisir qu'on a à se procurer n'importe quoi. Il y avait 2 enfants, je n'avais pas d'automobile. Je me suis dit, hey, Jean, là, tu vas avoir ton char, comme on dit, là, c'est le bonheur. J'ai eu mon premier char, une Morris Oxford 1948. C'était pas le bonheur. Mais là, j'espérais, j'ai dit, là, je vais changer ça. J'ai eu une Ford. Puis là, quand j'ai eu une Ford, après ça, j'ai dit, écoute, là, je regardais des gens, Mercedes, là, c'est le nirvana. J'ai eu une Mercedes. Ça reste quand même comme ma première Morris, 4 roues, un moteur. Peut-être un peu plus solide. Mais il n'y a pas de bonheur dans ça. Il n'y a pas de bonheur à posséder. Il y a du bonheur à espérer. C'est là qu'est le vrai bonheur. J'espère arriver à tel endroit. Puis c'est pour ça qu'on peut progresser, parce qu'on espère toujours mieux. Avez-vous un gros train de vie? Non. Non. Pas simplicité volontaire, quand même? Pas simplicité volontaire. C'est que moi, je n'ai pas dépensé de l'argent. C'est pas... Ça me motive pas. Je carbure pas à ça. J'ai une maison. N'est pas 3, ni une. Puis... mes loisirs, c'est la lecture. La seule chose que j'achète avec passion, c'est des livres. Puis il y en a que, oui, je vais payer plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais il y en a d'autres que je vais payer 50 cents, puis je vais être aussi content d'un que de l'autre. Alors, c'est sûr que le livre à 50 cents, c'est pas un placement à long terme. L'autre, peut-être, j'ose espérer que mes enfants vont en bénéficier. Mais j'ai une grande passion, c'est la lecture, c'est ça. Puis ma famille, le reste. J'ai ma job. Êtes-vous économe? Oui, économe. Pas gratuit, mais économe. Quel est votre rapport à la consommation, d'ailleurs? Moi, je suis attentif à la consommation. Est-ce qu'on doit avoir une voiture qui va consommer des tonnes d'hydrocarbures? Est-ce qu'on devrait laisser les lumières allumées toute la nuit? Moi, je suis un peu de même. Je passe ma vie en arrière de ma femme puis je ferme les lumières. Je sais pas, puis ça, c'est bien avant que je sois au Québec. D'ailleurs, je pense que je tiens ça de mon père, passer son temps à fermer les lumières. Donc, je pense qu'on est capable d'adéquatement consommer, mais en même temps, il ne faut pas tomber non plus dans l'abus. Avez-vous un gros train de vie? Je pense pas. Non, je pense que... en tout cas, si je me compare avec certaines autres personnes là, qui ont, disons, entre guillemets, ma valeur patrimoniale ou l'équivalent de ma valeur patrimoniale, je pense qu'on est plutôt... sans être modeste, là, on vit... vous payez des petits caprices quand même? Oui, des vélos. Mais c'est Louis Garneau qui me l'offre. Quel est votre rapport face à la consommation? Quand j'ai vendu mon entreprise, j'avais 30 ans. Moi, je suis pas un gars qui a extrêmement beaucoup de biens. Je ne voulais pas m'acheter une maison en Floride, un chalet dans le Nord, un gros bateau, parce que être entrepreneur, c'est le fait d'être libre. Puis la dernière chose que je voulais être, c'est devenir un esclave de mes biens. Là, vous allez au chalet, parce que j'ai un chalet, puis là, ça coule, puis là, la pompe d'eau chaude, puis le bateau, il faut le nettoyer. Alors moi, j'ai toujours voulu me garder plus simple que ce côté-là, pour avoir la flexibilité de voyager, puis aussi de m'occuper de mes business. Vous faites quoi, alors, dans la vie? C'est sûr que j'ai la chance de... Maintenant, comme Stingray est dans 75 pays, alors juste l'année passée, j'ai visité 43 pays. Alors, j'ai la chance de voyager beaucoup, autant professionnellement que personnellement. C'est sûr que je vais avoir un client en Inde, mais je vais peut-être arrêter faire un peu d'escalade de montagne, de bicycle, dans le nord de l'Inde. Je vais pouvoir vraiment visiter chaque pays. Vous devez bien vous payer quelques plaisirs? Oui, c'est sûr que je m'amuse. Avec quoi vous amusez? Quand je fais un bon coup, aussi on a un bon dividende, je m'assure toujours de prendre, je vais prendre 5 je vais me faire un cadeau, tu sais. Alors, l'année passée, j'ai invité tout mon groupe d'amis, on est allé faire un tour de bicycle
en Bourgogne. Les autos? Oui, moi j'ai une couple de belles voitures, là. Ah oui? Oui. Je me suis acheté ça que j'ai comme un gars de 30 ans, là, qui fait 35 ans. Je me suis acheté des Porsche, une Ferrari R8. Dans un garage, ça, tout ça? Non, j'ai vends, j'ai rachète. Là. Rien de trop... Mais je m'amuse un peu, il faut bien que je dépense un peu. Il faut que j'encourage la taxe à la consommation. Sinon, je garde tout mon argent, je ne la dépense pas, mais c'est pas bon pour l'économie. On devrait forcer tous les gens qui ont la richesse à dépenser plus. Lorsqu'on a fait son argent, lorsqu'on en a beaucoup, l'argent a-t-il toujours le même sens, le même intérêt ou la même valeur? Et que penser de l'argent hérité, de ces fortunes que l'on se transmet d'une génération à l'autre? Vous faites partie de la 7e génération des Molson. Oui. Est-ce que vous diriez que ça vous arrive là comme sur un plateau d'argent, une chose comme celle-là ou quoi? Non. C'est une très bonne question d'ailleurs. Pour nous, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut servir? Comment est-ce qu'on peut être de service? Et c'est comme si on était élevé comme ça. Mais aussi, on a des principes dans notre famille. On traite cet investissement dans le domaine brassicole comme un héritage qu'il faut essayer de bien protéger, mais aussi faire croître pour la prochaine génération. Alors, c'est pas vraiment un plateau d'argent, c'est du travail. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Comment vous voulez leur présenter ça? Eux aussi, ils vont se retrouver avec une cuillère d'argent. Hein? Comment dealer avec l'argent? Comment bien comprendre les revenus, les coûts et le profit? Je trouve que c'est quelque chose d'important à essayer d'enseigner à un enfant à un jeune âge pour qu'il soit responsable. Il faut que tu enseignes ton enfant à être respectueux envers les autres, être poli, peu importe à qui on parle. C'est très important quand on a un nom de famille qui représente quelque chose comme ça. Les gens vont dire, ben oui, Pierre-Carl, il est né avec une cuillère d'argent. Ça devait pas nuire quand même ce qu'il a laissé. Ben écoutez, c'est une autre époque, hein? Donc c'est l'époque des bâtisseurs. Alors moi, je l'ai pas vu souvent, mon père. Donc cuillère dorée, je vous dirais, l'affaire, il n'y en avait pas à la maison non plus. Puis ma mère, malheureusement, est décédée précipitamment. Bon, j'étais obligé de me débrouiller un petit peu tout seul dans la vie. Et face à l'argent, comment il... Ben, il y a un bel enseignement. Je m'en souviendrai toujours parce que c'est quelque chose qui... c'est un message fort que j'ose espérer garder aussi et transmettre à mes enfants. Mais j'étais ticu, bon, jeune garçon, je devais avoir 13 ans. Et puis, bon, comme n'importe quel garçon, on va avoir une mobilette. À l'époque, c'était les mobilettes qui marchaient fort, donc il y avait les vélos Solex et les mobilettes. Alors, ben, je dis à mon père, papa, j'aimerais ça avoir une mobilette. Il dit, ah ben, c'est très bien. Alors, regarde, tu commences à travailler lundi, tu vas gagner 2,50 $. Mon père avait un très grand terrain à Saint-Adèle. Alors, on coupait le gazon. Quand on avait fini un bout, là, 2 semaines plus tard, il fallait couper le détruit. Puis bon, quand il pleuvait, il y avait la piscine. Donc, tu sais, il dit, regarde, si tu veux en avoir une, tu vas te la payer. Ben moi, quand je l'ai acheté, ma mobilette, à la fin de l'été, hein, elle était jaune-orange, là, puis j'étais fier parce que j'avais travaillé pour. Je pense que la réussite, qu'elle soit professionnelle ou toutes sortes d'autres réussites, elle passe aussi et avant tout par l'effort. Avec vos enfants, vous avez procédé comment? Vous allez faire un peu comme, c'est quoi, c'est Buffett qui dit, juste une petite partie, et puis ils en auront suffisamment pour vivre. Est-ce que vous êtes de cette école-là? Ou Mon père disait, moi, mon style, c'est pas de piler. Mon style, c'est pas de piler. Je suis pas sûr que je vais laisser une grande fortune quand je vais mourir. Je vais avoir une belle collection d'œuvres d'art, mais je vais avoir travaillé fort, puis j'espère que je vais avoir réussi à faire une différence au niveau de la société. Et je pense pas qu'on va se retrouver dans une situation où mes héritiers vont se ramasser avec un demi-milliard chacun. J'ai jamais donné de l'argent vraiment de grandes sommes à mes 4 enfants après qu'ils avaient fini leur éducation. De là jusqu'à l'âge de 40 ou 45 ans, c'était à eux de gagner leur maintien et leur pain. Même pas un petit cadeau d'anniversaire? Oh, mais il y avait toujours quelque chose, bien sûr.
Autrement, ma femme serait très mal à l'aise avec moi et il faut que je vive avec ma femme aussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai la chance que Can-Am et Manac ont les bonnes personnes pour les diriger. J'ai la fierté de dire que c'est deux de mes enfants. Puis il y a une chose qui est certaine, que ce soit Charles et Marc, quand ça va arriver à leur tour de relève, ils savent que le bien de l'entreprise passe avant la famille. Puis ça, là, c'est très clair. Ça fait que quand on prend une décision, c'est quoi qui est bon pour l'entreprise. Puis ça passe en premier. Il y a plusieurs années, un de mes petits-enfants, il a voulu faire une vente de trottoir. J'ai de la misère à compter ça parce qu'à chaque fois, là, ça m'émeut. Il fait sa vente de trottoir, puis il y avait toutes sortes d'affaires là. Il avait mis des prix. Puis il y avait une paire de patins à roues alignées. Il y a un petit gars qui se promenait autour, puis il regardait ça, puis il regardait au patin, puis il revenait au patin. Ça fait qu'il demande c'est combien les patins? C'est 25$ les patins. Le petit gars continue. Ça fait que un de mes petits-enfants, il dit comment tu veux donner? Ben, il dit, bon, 25$, c'est possible. Mais il dit, comment est-ce que t'as? Ben, il dit, j'ai juste 2$. Il dit, garde ton 2$. Prends les patins. Là, tu viens chez vous et tu dis, j'ai pas manqué ma vie. C'est vrai, ça. C'est vrai? C'est ce que vous laissez. C'est vrai, ça. J'espère qu'ils vont tout être comme ça. Le discours sur l'argent au Québec, je crois qu'il est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître non plus chez ceux qui en ont fait les vraies raisons pour lesquelles ils en ont fait. Je ne parle pas des voleurs, là. Hein? Je parle des gens qui ont travaillé, je parle des gens qui ont bâti, je parle des entrepreneurs qui ont créé du travail, qui ont fait l'économie. Ça prend de la richesse, pour toutes sortes de raisons. D'abord, le ministre des Finances vous dira, ça prend des riches pour payer de l'impôt, payer beaucoup d'impôts et contribuer donc au service de la société. Il y a des centaines d'organismes à but non lucratif, de musées, etc., qui sollicitent toujours un nombre restreint d'individus ou d'entreprises pour leur campagne de financement. Il faut accroître ce bassin-là. Au Québec, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 4 % des gens, une fois qu'on a fait les déclarations d'impôt sur le revenu, il y a 4 % des gens qui déclarent 100 000 $ et plus. Si moi, je prends toutes les déclarations de l'impôt en 2009 à l'impôt sur le revenu au Québec, on prend les gens qui ont déclaré 250 000 $ et plus, on est à 6/10 de 1%. On parle de 35 000 déclarations, 35 000 individus qui ont déclaré 250 000 $ et plus, ce qui est quand même assez peu. Avoir plus de monde qui sont indépendants financièrement, c'est sain dans une société. Parce que je pense qu'ils ont peut-être plus de libre pensée. Ils vont moins suivre des orthodoxies, plus prêts à défier les consensus qui parfois ont tort, à remettre en question le système de valeurs. Prenez par exemple Pierre-Éliott Trudeau. Est-ce que Pierre-Éliott Trudeau aurait été Pierre-Éliott Trudeau si son père n'avait pas été riche? La Californie a été, pendant très longtemps, à l'avant-garde, non seulement du point de vue technologique, mais du point de vue social. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y avait un paquet de monde qui était riche en Californie. C'était la partie la plus riche des États-Unis. Alors oui, les gens qui ont plus d'argent peuvent avoir un impact très positif. Ils peuvent aller aussi loin que la Révolution française puis la Révolution américaine. C'est la bourgeoisie qui l'a faite, là. C'est pas les paysans, là. C'est très important, du point de vue sociologique, du point de vue culturel, du point de vue économique, d'avoir une classe qui est prospère. Mais une classe sociale prospère, mais aussi qui a des bonnes valeurs sociales puis qui ne se fout pas de le reste de la population. L'argent, est-ce que c'est associé au pouvoir? Oui, c'est sûr. Mais il ne faut pas se cacher. Là. Ça veut dire que l'argent n'a pas de pouvoir. C'est comme dire, si quelqu'un joue au hockey, mesure 6 pieds 5, puis il pèse, il est bâti, il a-tu plus de force que moi? Je penserais que oui. Là. Est-ce que c'est l'influence, l'argent? Énormément. Parce qu'effectivement, l'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir,
c'est l'influence. L'influence, c'est le contrôle. Donc, on est rendu loin, là. Quand on part de l'argent et qu'on arrive au contrôle, c'est rendu trop loin. Il se crée des empires de plus en plus gros, de sorte que ça crée un contrôle, et c'est très, très, très difficile d'aller se défendre contre ça. Le vote au Sénat sur les armes à feu, c'était même pas un vote sur les armes à feu, c'est juste une permission de voir si le gars ou la fille sont malades mentaux avant de leur donner un gun. C'est pas grand-chose. Et ça n'a pas passé quand 80% et plus de la population voulait ça. Et c'est le NRA qui a de l'argent, puis qui a dit à tel, toi, je te donne plus d'argent, sais-tu. Alors, c'est incroyable, là. C'est un genre de fascisme économique, à quelque part, quand une petite partie des gens prennent le contrôle sur un peuple, parce qu'ils s'en ont fait passer une, là, carrément, aux États-Unis. L'indépendance de fortune, ça fait quoi? Ben, c'est comme celle d'un pays, là, c'est la liberté, c'est cette capacité de pouvoir maîtriser sa propre destinée. Et lorsque vous êtes assujetti à quelqu'un d'autre, ben, c'est lui qui va prendre des décisions pour vous. Donc, on le constate. C'est même assez, je dirais, simple d'arriver à cette conclusion-là. L'argent, donc, c'est la liberté? Je pense que oui, oui. C'est la maîtrise de sa destinée. L'argent, ça te permet de soigner les gens autour de toi rapidement. Je veux dire, il y a un système de santé à 2 vitesses, si on le sait très bien. Quand tu as de l'argent, ben, c'est clinique privée. Ma mère, c'est normal, il faut que je prenne un rendez-vous, puis il faut que j'aille à l'hôpital telle date. Non. Maman, tu vas aller à la clinique privée, puis papa, ton fils, il va payer. C'est fait pour ça, là, tu sais. Là, l'argent joue un rôle important. C'est pouvoir choisir n'importe quelle école sur la planète. Puis tu dis, OK, si tu veux y aller, si tu as une bonne note, tu vas rentrer. Ça, moi, j'ai eu ce privilège-là. J'ai fait le choix, moi, après le secondaire, d'aller étudier aux États-Unis. Puis mes parents, on dit, maudite bonne idée. Contrairement, on dirait, es-tu malade? Puis on dit, hey, maudite bonne idée. Alors là, moi, je prends la même chose avec mes enfants. Ils ont un choix. Mes 2 enfants ont fait des cours secondaires ici au Québec, Collège Sainte-Anne, excellente école. Puis après ça, ils sont allés dans le système de prep school américain, puis maintenant, c'est en ligne vers les universités américaines. C'est ça. L'argent vous donne la liberté de faire ce que vous voulez sans avoir besoin de vous faire des soucis au sujet d'argent. C'est tout. Vous êtes le même bonhomme. Vous êtes un humain. Vous avez des maladies. Il y a des échecs dans votre famille. Vous avez des échecs vous-même. Ça, c'est l'expérience, c'est la vie. Ça a été la vie pour tout le monde. Et vous qui êtes fortuné, là, est-ce que vous vous sentez plus libre que d'autres? C'est difficile pour moi de me comparer avec d'autres. Est-ce que j'ai plus de liberté que quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je travaille fort. Je peux pas arrêter mon travail. Franchement, là, je ne sais pas si j'ai plus de liberté que quelqu'un qui décide de recevoir un chèque du gouvernement, puis d'écrire un livre et vivre sa vie. Non, mais vous avez la liberté quand même de vous offrir ce que vous voulez si vous avez besoin, là. Hein? Il n'y a pas de souci. On est toujours soucieux de quelque chose, on est toujours inquiet. Est-ce que... J'ai de la misère à répondre à la question parce que ça te donne une flexibilité peut-être de prendre des décisions parce qu'on n'est pas dans une certaine insécurité financière. Oui. L'argent, est-ce que ça peut être le bonheur? Quand j'étais étudiant, puis à l'université, puis je travaillais, je gagnais 9 000 par année, donc j'ai gagné 18, puis 23 comme contremaître, puis et il n'y a pas un salaire de toute ma vie où j'ai été plus heureux ou plus malheureux. J'ai jamais été plus malheureux d'en faire plus, ni plus heureux. J'aimerais pas perdre mes acquis parce que je l'ai, donc là, ça serait peut-être difficile, mais je me rappelle que je voulais toujours un petit peu plus, puis je me dis, là, je serais correct,
Jusqu'à un moment donné, avec une certaine maturité, que je me disais, OK, c'est ça la vie. Tu veux toujours un peu plus, mais c'est pas ça qui fait... À moins d'être dans le besoin et de pas se nourrir puis pas être logé. Là. Mais tu redescendrais de quelques coches et puis tu pourrais peut-être avoir des petits cauchemars ou... Non. Non? Non. Une grosse coche peut-être, là, mais quelques coches, non. Mais si je tripe sur un projet, c'est jamais l'argent qui me drive. Ça, je suis très heureux de ça. Mon père m'a dit ça toujours. Pense pas à combien tu vas faire. Pense à faire ce que t'aimes puis performer. L'argent va suivre. L'argent, ce n'est pas nécessairement le bonheur. L'argent cause beaucoup de malheur à beaucoup de gens. Si on y pense trop, puis on n'en a pas assez. Mais si on regarde l'argent comme un outil pour permettre à faire des choses qui sont bonnes pour la vie, on est mieux. Il y a des gens qui sont toujours... the grass is always greener on the other side. Ils sont toujours en train de se comparer avec d'autres. Comment est-ce que je peux être comme ça ou comme ça? Et ça peut arriver avec l'argent aussi. Et en partant à cette chasse-là, une fois arrivés, ils vont découvrir que c'est peut-être pas nécessairement ça qui rend le bonheur. Moi, j'ai toujours dit à la blague, j'aimerais ça que tout le monde au Québec fasse 250 000 $ par année. Puis moi, 250 000 et 10 piastres. Juste pour me promener et dire, je suis riche.